politique, innovation sociale dans le public, est-ce que c'est possible ? Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de lancer des impulsions. Quand on parle dialogue social, c'est assez complexe, je pense. Comment attirer dans le public ? Parce qu'aujourd'hui, on le voit, le salaire ne suffit plus. On va commencer à décorseter une administration. Il y a beaucoup d'interlocuteurs autour du dialogue social. Nous, le public, n'est pas vieillot. Notre enjeu, c'est de trouver le bon équilibre entre les besoins de l'entreprise et cet individualisme. Retraite 62 ou 64 ans. Bienvenue sur People Place, le podcast qui brise les barrières pour parler franchement des enjeux RH. Moi, c'est Maud, experte RH et cofondatrice du Temple RH. Je suis Marine, avocate en droit du travail et cofondatrice de la solution Kanoun by Legal Place. Ce podcast est votre espace pour découvrir toutes les bonnes pratiques indispensables pour faire de vous un professionnel RH en pleine maîtrise. Abonnez-vous pour ne rien rater de tous les épisodes vidéo et audio sur Apple, Spotify et toutes les plateformes disponibles pour rester connecté et vous inspirer. Bonjour à tous et à toutes, j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Jérôme Friteau, qui est directeur des relations sociales. Donc j'aime beaucoup relations humaines, pardon, pas relations sociales. J'aime beaucoup comment tu l'as présenté et de la transformation à la CNAV. On s'est rencontrés dans un événement RH et je t'avais posé cette question. Mais qu'est-ce que c'est la CNAV ? Et tu m'avais regardé avec des gros yeux. Tu dis tu connais pas la CNAV ? Non, je connais pas la CNAV. Je pense que voilà, en tout cas, on est très contente avec Marine. Bonjour Marine, de te recevoir aujourd'hui pour parler politique, innovation sociale dans le public. Est-ce que c'est possible ? Ça va être le sujet en tout cas qui va nous animer aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Écoute, je te laisse la parole Jérôme. Dis-nous, qu'est-ce que c'est la CNAV ? Alors la CNAV, c'est un très grand et très beau service public. C'est le service public de la retraite en France. La retraite des salariés du privé, mais aussi des travailleurs indépendants, maintenant depuis 2020. Donc tous les Français qui sont salariés du privé cotisent tous les mois de manière obligatoire pour la CNAV, pour financer les retraites, la retraite par répartition, qui a été réformée l'année dernière. Donc la CNAV, c'est un très grand service public qui travaille en lien évidemment avec la retraite complémentaire, l'Agirc Arrco. C'est 22 millions et demi de cotisants, donc c'est quand même pas rien, et c'est 15 millions de retraités dont on assure effectivement le versement de la retraite de base tous les mois, enfin tous les trimestres. Et puis pour le coup, on assure aussi une mission un peu moins connue, qui est une mission d'action sociale, qui vise pour les jeunes retraités, on va dire, à préserver l'autonomie et toute une série de mesures pour conserver une logique de bien vieillir sa retraite. Donc là, tu nous dis, donc il y a 22 millions d'actifs donc qui cotisent à la CNAV, c'est ça, et 15 millions de retraités. C'est ça. Donc il y a plus, c'est positif, il y a quand même plus d'actifs que de retraités en France. C'est l'inverse. Voilà, donc 7 millions quand même de personnes différenciantes. Donc ça va être aussi peut-être dans les années à venir un gros sujet, puisque la population vieillissante de la France grandit de plus en plus. Donc j'imagine que c'est des sujets aussi d'avenir que vous portez au sein de la CNAV. Oui, ne serait-ce que sur l'équilibre du régime, donc l'assurance retraite, et là je commence à rentrer tout doucement dans les métiers, c'est effectivement déjà des data scientists et pour le coup des statisticiens qui travaillent sur l'équilibre du régime, qui font des statistiques pour les pouvoirs publics, pour prendre des bonnes décisions aussi sur le système de retraite. Et puis évidemment, c'est beaucoup de juristes parce qu'on gère une matière qui est normée, qui est juridique, qui est pour le coup à la main des pouvoirs publics. Donc pour le coup, nous on est les architectes, les opérateurs, comme on nous appelle, des grandes décisions qui sont prises au niveau du gouvernement et évidemment de l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors j'ai une question polémique. Retraite 62 ou 64 ans ? Ah non, moi je reste neutre par rapport à ça. Nous, mais vous êtes impliqué dans la évidemment, consultation. on est impliqué sur notre capacité à faire. C'est-à-dire que je crois que le gros sujet qui a été le nôtre l'année dernière, une fois que la loi avait été débattue, et elle a été longuement débattue, c'était la capacité finalement de l'opérateur à mettre en œuvre cette réforme. Et c'est là que nous, on doit être au rendez-vous.
En tout cas, c'est rassurant qu'il y a des data scientists derrière la CNAV. Donc, vous faites tout ce qui est études prévisionnelles, des baromètres pour en tout cas anticiper ces questions-là. Tu peux nous rappeler le nombre de salariés à la CNAV et nous raconter un peu la population est-ce que c'est plutôt des masters nous en dire un peu plus sur qui sont ces personnes à la CNAV. Alors la CNAV qu'on appelle de plus en plus, on est en train de changer de nom, en tout cas vis-à-vis du grand public, on est l'assurance retraite. Donc l'assurance retraite okay. Caisse nationale en ce qui concerne la CNAV à proprement parler, qui est un grand établissement public de 3600 salariés. Donc moi je suis DRH de cette entité-là depuis 10 ans. 10 ans sur l'établissement public. Et puis j'ai la chance depuis 2018 d'être également DRH groupe, entre guillemets, DRH réseau dans notre jargon à nous, puisqu'on a des entités régionales autonomes, qui sont des employeurs autonomes, les CARSAT, et au total, c'est 14 000 collaborateurs qui travaillent pour l'assurance retraite partout en France, donc en métropole et en Outre-mer. Et donc, ces entités-là sont des entités qui ont une mission de service public déléguée par l'État, mais avec des salariés de droit privé. C'est notre spécificité. On est souvent, il y a un amalgame fréquent qui est fait avec la fonction publique, donc il n'y a pas de fonctionnaires, ou très peu, et notamment, évidemment, le premier d'entre eux, c'est le directeur général qui est nommé en Conseil des ministres, mais sinon, tous les contrats, et donc moi, dans ma mission RH, j'ai affaire à du droit privé, des contrats de droit privé avec des salariés de droit privé. Donc ça veut dire que le Code du travail s'applique dans l'intégralité aux salariés, et ça veut dire aussi qu'il y a une convention collective dédiée au personnel de la CNAV ? Tout à fait. Alors non, pas au personnel de la CNAV, mais au personnel de la sécurité sociale. On fait partie du grand tout, de la grande famille de la sécurité sociale. On a d'ailleurs une fédération d'employeurs qui s'appelle l'UCANS, qui fédère au total plus de 145 000 salariés, donc qui associe l'assurance maladie, les allocations familiales, l'URSSAF et donc la CNAV et l'assurance retraite. Donc au total, c'est 4 branches de la sécurité sociale et nous faisons partie, nous sommes une des 2 plus petites des 4 branches. Est-ce qu'il y a des contraintes spécifiques qui sont liées à ce secteur en termes de normes ou de règles qui ont pu être négociées d'ailleurs au sein de cette convention spécifique dont... Bien sûr, il y en a une multitude de règles. Tu peux nous en donner 2 ou 3 de règles spécifiques. Alors déjà, quand même, la sécurité sociale est marquée par sa mission de service public et donc déjà, ce qui nous différencie quand même de grandes entreprises privées, c'est qu'il n'y a pas de PSE chez nous. On est quand plan même... de sauvegarde de l'emploi, est-ce qu'il y a des grands plans de licenciement économique ? C'est ça. Donc moi, je ne suis pas un DRH qui fait des PSE. Et d'ailleurs, c'est un des éléments de motivation que j'ai. Je trouve que c'est très dur, ça, à mener dans les entreprises quand on est DRH. Et c'est déjà une contrainte de moins que de ne pas avoir à examiner un chiffre d'affaires et du coup devoir prendre des décisions parfois difficiles humainement. Donc ça, on n'a pas à le conduire. On a une convention collective après qui n'est pas si spécifique que ça, qui se compare à mon avis très facilement à ce qu'on peut voir dans le monde de l'assurance ou du domaine bancaire. On n'est pas extrêmement éloigné de ces grands services-là. Par exemple, je fais un clin d'œil aussi à mes amis de France Travail parce que pour le coup, on est très proche à la fois en culture et puis en mode de fonctionnement. Très clair. J'avais juste de remettre en exergue, en tout cas, les motivations des salariés aujourd'hui. Donc, c'est notamment, j'ai trouvé ce baromètre de l'alignement professionnel donc d'une entreprise qui s'appelle Ignition Programme. Je crois qu'il regroupe plusieurs milliers de personnes. Et les 5 motivations, c'était donc le plaisir au travail. C'est ce qu'on va parler, en tout cas, aujourd'hui. L'équilibre vie pro, vie personnelle satisfaisante. La confiance mutuelle en entreprise. La liberté d'organisation. Et enfin, un environnement de travail respectueux. Et toi, finalement, tu as repris ces éléments-là pour les transmettre, en tout cas, dans cet environnement public. Et donc, on va discuter, puisque tu as mis en place plein de choses extraordinaires. Non, le public n'est pas vieillot. Il y a de belles innovations sociales, en tout cas, qui se passent. Comment attirer dans le public ? Parce qu'aujourd'hui, on le voit, le salaire ne suffit plus. Comment tu t'es dit, est-ce que tu as fait part d'une douleur profonde dans le recrutement en disant, on n'arrive plus à recruter à la CNAV ? C'est, en tout cas, on a en effet cette image
image employeur un peu vieillot, les jeunes, entre guillemets, la jeune génération ne nous connaissent pas. Comment t'as pris ce sujet en te disant, tu nous as dit, ça fait 10 ans que tu fais partie de l'entreprise, pour prendre ce sujet à bras-le-corps? Alors, on n'est pas parti forcément d'un constat catastrophique sur notre capacité d'emploi. Je pense que de tout temps, pour des raisons sans doute différentes, on avait réussi à recruter et surtout à fidéliser nos salariés. Peut-être même trop. Moi, c'est ce que je dis toujours, y compris aux partenaires sociaux qui s'étonnent de constater une accélération du turnover, même chez nous. Et qui me disent c'est le signe de quelque chose. Je dis c'est la traduction d'un phénomène sociétal et on n'est pas préservé, on n'est pas dans une bulle, nous, au sein de l'assurance retraite, à l'abri de tout phénomène sociétal, avec des salariés qui ont un sentiment d'attachement qui maintenant est moins fort à l'entreprise ou à l'organisation, qui sont peut-être plus clients d'un moment, d'un apprentissage. Nous, on est marqué par une organisation qui est très apprenante, puisque les métiers de la retraite, qui sont quand même relativement techniques, ne s'apprennent pas dans une école spécialisée à l'extérieur. Donc, on forme intégralement nos professionnels à nos métiers, en tout cas les cœurs de métier. Et c'est vrai qu'on avait l'habitude de former les gens une bonne fois et éventuellement, évidemment, de faire un peu de formation continue au gré de l'évolution des technologies, au gré de l'évolution de la réglementation, mais d'avoir un retour sur investissement sur plusieurs décennies. C'est moins le cas aujourd'hui, évidemment. Et ce qui est sûr, c'est qu'on observe depuis particulièrement la période 2014-2018 à peu près un très très fort renouvellement générationnel. Moi, sur cette période-là que je viens de citer, on a perdu un quart de notre effectif, donc c'est énorme, oui, sur c'est départ énorme. En retraite. Il fallait qu'on se renouvelle en termes de marque employeur, de mise en lumière finalement de nos métiers, de la réalité d'une expérience à la CNAV, parce que effectivement, le service public est souvent perçu comme une espèce de boîte noire administrative derrière laquelle on n'imagine même pas qu'il y a des êtres humains. Et ça veut dire que les attentes des salariés ont changé, vous avez dû vous adapter à des nouvelles attentes? Bien sûr, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui nous différencie finalement du secteur privé et d'ailleurs de la fonction publique. J'échange beaucoup aussi avec les DRH de collectivités territoriales que j'ai l'occasion de rencontrer régulièrement. Je côtoie beaucoup de DRH du privé. On n'est pas très différents puisque pour l'immense majorité de nos salariés, ils ont eu une expérience dans le privé avant. Donc là, enfin, quand tu parles de ces 4 ans, c'est qu'en fait, il y a eu un bon nombre de personnes qui sont parties donc, à la retraite et vous avez dû recruter en fait, pour remplacer ces personnes-là. Exactement. Okay. Et 2014-2018, ça a été donc un très très gros plan de recrutement et en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Okay. 2018, nous, on fonctionne avec des conventions d'objectifs et de gestion, comme par exemple France Télévisions a une délégation de service public sur un certain nombre d'années avec des moyens associés, etc. Bon, on fonctionne de la même manière dans la sécurité sociale. Et en démarrage de convention, généralement, on a un peu plus de moyens, c'est un peu plus compliqué vers la fin, mais en début de période, on recrute beaucoup. Donc, clairement, sur les années qui ont suivi, ça a continué. C'était combien de recrutements à peu près? On est, depuis finalement presque 10 ans, on est à 400 recrutements par an, rien que pour la Caisse nationale. Sans compter, évidemment, nos entités régionales. Au total, on est très facilement à 2000 recrutements annuels. Que vous gérez en interne? Que nous gérons en interne quasi intégralement. Donc sur 140 métiers, parce que c'est beaucoup de métiers très très différents. Je parlais des data scientists, on a évidemment une très grosse fonction IT. Évidemment, pour faire fonctionner le régime, c'est extrêmement important, d'autant qu'on a des missions d'opérateurs qui sont quand même très, très, très importantes dans le milieu de la sphère sociale sur les données des Français et la sécurisation de ces données. Donc, vous avez eu des sujets de digitalisation, en fait, aussi de la fonction... des métiers, en tout cas, à la CNAV. Ouais. Exactement. Okay. Et puis, évidemment, toute une série de métiers qui sont en lien avec les assurés français,
avec une clientèle qui est très large. Les assurés français, nous, on ne s'adresse pas comme Uber aux jeunes trentenaires d'une grande métropole. On s'adresse à tout le monde de manière équitable, voire égalitaire. Alors de plus en plus, on va vers l'équité, c'est-à-dire essayer de s'approcher notamment des assurés qui potentiellement ont des difficultés avec le langage administratif, voire avec la langue française. Ou avec la fracture numérique. Ou évidemment avec la fracture numérique. Donc pouvoir s'adresser à tous ces publics, qu'ils soient ruraux, urbains, quel que soit leur âge, puisqu'on s'adresse aussi à des assurés de plus en plus jeunes, qu'on essaye de guider vers une régularisation de leur carrière au fil de l'eau pour veiller à ce que finalement le passage à la retraite soit une simple formalité administrative. C'est un peu évidemment notre objectif ultime, c'est de faire en sorte que tout ça soit le plus fluide possible et qu'il n'y ait aucun risque, en tout cas de rupture de paiement entre le dernier salaire et le premier paiement de retraite. Et donc tu t'aperçois donc de ce renouvellement, comme tu l'as dit, de génération, on va dire comme ça. Et là, tu t'es dit, comment je peux attirer plus de personnes ? C'est comme ça que l'idée des innovations sociales que tu as faites, tu peux nous en dire quelques-unes, puisque c'est assez, en tout cas, extraordinaire, je trouve. Et c'est vraiment un modèle, je pense, à prendre. Donc bravo, en tout cas, à toute l'équipe. Alors, je ne sais pas si c'est extraordinaire, mais ce qui est sûr, c'est que dans le service public en général, on ne peut pas tout miser sur les salaires. Ça, c'est assez connu. On ne peut pas tout miser dessus. Il y a évidemment des écarts qui se créent par rapport au marché. Et il est vrai que ce qui peut convaincre des salariés, notamment du privé, de nous rejoindre, c'est évidemment l'équilibre qu'ils peuvent trouver entre vie professionnelle, vie personnelle, la bienveillance et l'accompagnement, le développement de compétences, les possibilités d'évolution sur plusieurs métiers. Généralement, ils peuvent faire des trajectoires assez variées, ce qu'on retrouve moins, je dirais, dans des entreprises privées ou quand vous êtes enfermé dans une filière, que ce soit contrôle de gestion, l'audit, le marketing, etc., il est plus difficile de faire des changements en cours de route. Chez nous, un téléconseiller peut très bien finir au contrôle de gestion après être passé par notre cœur de métier. C'est des parcours qui sont tout à fait possibles. Et bon, ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, moi, en arrivant, il y avait quand même à la fois quelques éléments qui relevaient d'un autre âge, comme par exemple l'absence de badgeage et les horaires écrits à la main sur une feuille de papier pour 3600 salariés. Ça, c'était quelque chose d'assez marquant. Tu t'es dit quand t'es arrivé, waouh. Avec un accord horaire variable. Un accord horaire variable qui datait de 1974, qu'on a rediscuté en 2018. Vous imaginez, 44 ans après, il y avait une forme de fébrilité dans le dialogue social. Mais surtout ce que je me suis dit, et vraiment qu'on a travaillé, y compris avec évidemment le directeur général, c'est de se dire on va commencer à décorseter finalement une administration qui finalement conduit à ce que les gens arrivent tous à la même heure le matin, partent tous à la même heure le soir, soient managés quand même beaucoup par les horaires de travail, avec tout au présentéisme, alors même qu'on était en train de développer en parallèle un management par la performance, des indicateurs, du management plutôt par les objectifs, et essayer de mettre en concordance finalement la stratégie RH avec une stratégie métier qui était en train de largement se professionnaliser. Donc en arrivant, quand bien même on n'avait pas de règlement intérieur, du badgeage qui ne se faisait que par des feuilles de papier, beaucoup de choses comme ça qui étaient un peu vieillots, je me suis dit, il ne faut surtout pas que je me dise, on va d'abord se mettre à niveau sur tout ce qui n'est pas à niveau avant d'attaquer l'innovation et pour le coup des avancées sociales, parce que sinon, dans 10 ans, j'en suis encore au même niveau. Donc, on a à la fois travaillé sur des fondamentaux, comme le règlement intérieur, et c'était un peu dur parce que les partenaires sociaux, notamment, n'étaient pas nécessairement en adhésion de créer un règlement intérieur qui pouvait avoir vocation à délimiter un terrain de jeu. Mais en même temps, j'ai démarré dès 2014, par exemple, sur le télétravail, avec un premier accord qui a été conclu en 2014 et qui nous a conduit à progressivement s'acculturer à une autre forme de travail. Donc ça, c'était tout nouveau.
tout nouveau. Et puis je dirais que dans le secteur public... 85% de télétravail. Tu nous as dit 87%. 87. Alors, 87% de ça, c'est tout télétravail. récent. 87%, c'est les derniers chiffres. Au tout début, on a commencé avec 100 personnes. On a commencé avec 100 personnes. On déployait des vagues de déploiement à 100 personnes par an. 2018, on a commencé à préparer une fusion, et notamment l'intégration des salariés de l'ancien régime des travailleurs indépendants, le RSI, qu'on a intégré complètement sur le domaine de la retraite, comme les URSSAF ont intégré toutes les parties orientées recouvrement. Donc, première fusion, on s'est dit il faut qu'on accélère parce que, pour le coup, le RSI avait un peu plus de liberté, de flexibilité que nous. Donc là, on avait fait une première évolution. C'était au 1er janvier 2020. Mars 2020, je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé. Crise sanitaire, confinement, etc. Sortie de confinement, on a souhaité travailler sur les avancées, les apprentissages de cette gestion de crise sanitaire. On s'est rendu compte qu'il fallait qu'on aille plus loin, y compris moi. Je me suis remis en question, par exemple, sur l'accès au télétravail des managers, pour qui j'avais créé... pas forcément pour... En 2015, en tout cas, en 2014, on n'avait pas intégré les managers dans le télétravail, considérant que c'était un métier qui se faisait essentiellement en présentiel. Pas loin de le penser encore un peu aujourd'hui. Mais en tout cas, on était assez fermé. 2015, on a développé un système qu'on avait appelé souplesse organisationnelle, qu'on appellerait aujourd'hui enveloppe de télétravail, mais qui était sur un volume de 25 jours à peu près. Par an, ok, ouais. Par an. Et puis, évidemment, 2020, on est passé pour des ringards directement, parce que le dernier protocole qu'on avait négocié pourtant en 2018, qui allait un peu plus loin pour les managers, un peu plus loin pour les salariés, il était plus suffisant parce qu'on avait vécu du full remote pendant plusieurs semaines et qu'on avait tenu. Alors, on n'est pas allé vers du full remote, mais un télétravail qui était auparavant 1 jour par semaine pour l'immense majorité des salariés, qui au total, manager plus collaborateur, était à peu près à 50% en situation de télétravail. On est monté à 87 aujourd'hui sur un télétravail sur mesure. Et j'aime bien cette notion de personnalisation d'organisation de travail, parce qu'on n'a pas créé un système très égalitariste, unique, qu'on voit beaucoup dans des grosses organisations. 2 jours par semaine. 2 jours par semaine, etc. Donc ça dépend des équipes, c'est ça? Qui décide à quel niveau c'est décidé? C'est en fonction du métier exercé et en fonction du choix du salarié. Au début, j'étais allé un peu loin dans cette personnalisation, au point que mes équipes s'arrachaient les cheveux en mise en œuvre, avec du 2 jours fixe, du 2 jours pendulaire, du 3 jours par exception et de la formule annuelle. Parce que je voulais aussi qu'il y ait une teinte attention RH, une dimension. Alors, sur un podcast, on me disait, mais c'est très care. Alors, il y avait une dimension care assez marquée pour des situations de type parents d'enfants de moins de 3 ans, situation de handicap, seniors de plus de 60 ans, aidance. C'était pas si loin de ce que dit la loi maintenant sur le télétravail, avec la nécessité de prendre en compte certaines particularités du type prise en compte de handicap, par exemple, ou de retour de congé maternité, parfois, même dans certaines branches professionnelles. Donc c'est vrai qu'il y a une approche télétravail plus spécifique pour certaines populations. Ça, on l'a développé. À certains moments de la vie. On l'a développé en 2021, on l'a revisité récemment. On a gardé les exceptions à 3 jours par semaine pour toute une série de salariés pour lesquels on a une attention particulière, par exception. Et une formule maintenant unique à 100 jours par an qui offre beaucoup de flexibilité. Donc c'est un contingent de jours. Contingent de jours. Ok. Ce qui est flexible, vraiment je trouve, intéressant, je trouve, ce que tu dis, Jérôme, c'est que vous avez fait du télétravail bien avant beaucoup d'organisations, y compris privées. Et quand même, 2014, il n'y avait pas tant d'entreprises privées qui faisaient du télétravail. Et ce qui fait de vous, et on ne pense pas nécessairement ça, d'entreprises qui travaillent dans l'intérêt général, dans le public, vous êtes une locomotive sur ces sujets-là. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, vous avez ce recul que n'ont pas beaucoup d'entreprises, qui sont un peu rentrées dedans de force et qui ont eu du mal à en sortir. Donc, ils sont passés du rien à tout et parfois heureux à rien. Voilà. Et j'ai vu que tu partageais beaucoup de connaissances et justement de retours d'expérience sur ce que tu avais retenu des bienfaits du télétravail et là où il y avait des écueils. Et notamment, j'aimerais que tu nous parles d'une expérience que tu as réalisée avec des petites vidéos qui visent
pour les salariés qui font du télétravail beaucoup à pouvoir expliquer ce qu'ils sont, y compris sur des sphères extra-professionnelles. J'ai vu ça récemment, je trouvais ça intéressant parce que le risque lié au télétravail, c'est l'isolement notamment. Et rompre l'isolement par des parties de ce qu'on exprime à des collègues qu'on ne voit pas nécessairement, par le biais de petites pastilles vidéo. Je trouve que c'est quelque chose que je n'avais pas vu jusque-là et je trouve que c'est intéressant parce que ça peut peut-être... Alors, ça, c'est pas moi qui l'ai mis en place, c'est la CARSAT Languedoc-Roussillon, en l'occurrence, à Montpellier. Et moi, j'aime beaucoup valoriser justement le travail qui est mené par les DRH que j'ai le plaisir d'animer sans lien hiérarchique. Je le répète, les CARSAT sont des employeurs autonomes. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de lancer des impulsions. Et notamment, on a un schéma directeur RH qui est justement très co-construit avec les DRH, qui leur sert un peu à la fois de fil conducteur et en même temps de base d'influence, parce qu'on s'appuie beaucoup sur les influences sociétales. Et notamment sur ces sujets-là, c'est la mise en valeur, la valorisation d'une initiative purement locale. On appelle ça les pépites RH. On leur demande de nous partager leurs pépites RH. Et là, pour le coup, la CARSAT de Montpellier, pour que les gens se connaissent mieux, dans un monde maintenant hybride où on se croise plus qu'on ne se côtoie, ont effectivement donné le micro à leurs salariés pour qu'ils se dévoilent un peu plus que sur leur seul périmètre professionnel. Et je trouvais ça effectivement à la fois simple mais très impactant. Et donc au niveau, donc là ça fait à peu près 10 ans que vous avez mené ce chantier au niveau du télétravail. Toi, quand tu prends ton recul sur ces 10 ans d'expérience, tu nous l'as partagé, tu as pris, toi aussi, tu as fait ton bonhomme de chemin toi-même sur ces sujets-là. Quels seraient un petit peu tes conseils, tes apprentissages pour notamment un ou une RH qui, en tout cas, veut lancer ce chantier de télétravail aujourd'hui, si tu peux donner quelques conseils de ces 10 ans d'expérience de mise en place du télétravail qui, comme l'a dit en tout cas Marine, c'est riche parce que vous étiez quand même assez précurseur sur le sujet. Je pense qu'il faut beaucoup écouter. Moi, je suis parti du télétravail, mais après, on n'en a pas parlé dans le détail, mais on a travaillé sur la flexibilité des horaires, donc pour justement mettre fin aussi à ce système un peu vintage. Mise en place de forfait jour, c'est ça, ouais. Donc les horaires, puis le forfait jour, puis maintenant, depuis 2022, la semaine en 4 jours. Je pense que le conseil que je donnerais, c'est déjà d'être très à l'écoute des salariés. Observer ce qui se passe, quelles sont les contraintes du quotidien, les contraintes des métiers, être très présent quand même auprès d'une direction, d'un comité de direction, voir ce qui se passe sur les enjeux des métiers et faire l'ascenseur entre le stratégique, côtoyer les sphères de direction et l'opérationnel. Essayer de ne pas perdre cette vision très, très terrain aussi des sujets. Moi, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à l'écart qui est de plus en plus insupportable dans les entreprises entre le travail prescrit et le travail réel. Le présentéisme, c'est ça, oui. Au-delà de ça, c'est quelle représentation on se fait du travail et quelle directive finalement on fixe et quelle est la capacité humaine à mettre en œuvre ce qu'on essaye de penser dans des grandes instances. Ça, aujourd'hui, on voit que c'est un vrai sujet. Mais donc, être en observation de ça et à un jeune RH, je lui dirais être évidemment en observation de tout ce qui se passe dans la société. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a des frontières très poreuses entre le sociétal et le monde de l'entreprise. Et on le voit bien aujourd'hui, justement, dans un monde qui s'individualise avec... pour le coup, un individualisme croissant. Notre enjeu, et vraiment j'y crois depuis quelques années, c'est de trouver le bon équilibre entre les besoins de l'entreprise et évidemment cet individualisme, entrons le chemin de l'individualisation contre l'individualisme. Donc vraiment, la marge, elle est étroite. À un moment donné, on m'a un peu accusé d'aller trop loin vers le télétravail. Et en même temps, j'avais des salariés qui me disaient « mais vous n'allez pas assez loin dans le télétravail ». Et notamment, j'ai encore des partenaires sociaux aujourd'hui
qui voudraient qu'on aille à 4 jours parce qu'il y a un enjeu de pouvoir d'achat, de limitation des déplacements, etc. Et moi, je n'y crois pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on franchit la frontière par clientélisme, à dire on va leur faire plaisir, ça coûte pas cher, on va basculer sur 4 voire 5 jours de télétravail, on perd le corps social, on perd le lien social, on perd notre capacité à travailler ensemble. Moi, j'ai échangé avec des DRH qui me disent mais même moi, j'habite à Bordeaux et c'est super, on se voit une fois par mois et on fait une fête sur un rooftop. Oui, vous faites une fois la fête sur un rooftop, 2 fois la fête sur un rooftop. Quand au bout de 3 ans, vous ne connaissez plus personne n'a très envie de faire la fête sur un rooftop. Ce n'est pas parce que vous êtes vu par Teams exclusivement que vous faites entreprise. Et toi, tu prônes plutôt un télétravail hybride. Oui, un travail hybride, un télétravail raisonné, c'est-à-dire quelque chose qui maintient cette ligne de crête. Tu évoquais tout à l'heure justement les entreprises qui ont mis des grands coups de balancier d'un côté et de l'autre, notamment le monde de la tech qui a été très loin d'un côté, très loin de l'autre, et puis qui a fait un retour arrière. C'est d'une violence inouïe, ça, pour les organisations. Alors parfois, il y a même des idées cachées derrière, c'est-à-dire qu'on va faire partir des gens et on va renouveler parce qu'on est très attractif, parce que la marque est très puissante. Ou des locaux qu'on n'a plus à louer et qui coûtent très cher, effectivement. Et on va se permettre finalement de renouveler intégralement quasiment l'effectif. Nous, on ne peut pas se permettre ça déjà, premièrement, parce que comme je le disais tout à l'heure, on est une organisation apprenante, on a besoin de capitaliser sur les compétences que nous avons. Et puis, je crois que... le service public se doit d'avoir une certaine exemplarité et éviter comme ça ces coups de balancier qui donnent l'impression de ne pas savoir naviguer avec les mutations du travail. Et donc, pour revenir à ta question, je pense qu'un RH aujourd'hui, il doit observer quand même ce qui se passe dans son entreprise et à tous les niveaux en faisant l'ascenseur. Moi, j'aime bien la notion d'ascenseur entre l'opérationnel, le stratégique, l'individuel, le collectif. Moi, j'ai l'impression de faire ça toute la journée, d'être dans l'ascenseur, entre ces différentes dimensions, et puis de regarder évidemment sur les côtés. Regarder ce qui se passe dans la société, quels sont les leviers d'engagement des gens en dehors de l'entreprise. Et d'ailleurs, on a beaucoup moins de mal à identifier les leviers d'engagement en dehors de l'entreprise qu'à l'intérieur de l'entreprise. C'est très apprenant, ça aussi. Savoir... comment une Greta Thunberg arrive à autant fédérer alors qu'il y a des gens qui réfléchissent depuis des décennies à l'engagement dans l'entreprise et qui arrivent beaucoup moins bien que cette petite jeune avec ses couettes, ou finalement le mouvement MeToo qui d'un seul coup va embarquer. Finalement, on voit que ces leviers d'engagement, ils sont souvent contre quelque chose, beaucoup plus que pour quelque chose. On est souvent engagé contre une forme d'injustice. Et donc, on doit, nous, RH, commencer à identifier comment utiliser ces leviers-là pour les transformer en quelque chose de positif pour le bien commun. Et nous, on a quand même on capitalise quand même dans le service public sur finalement un engagement déjà pour une cause qui parle aux gens. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui qui nous rejoignent, ce service public, ça leur parle. Après, attention, c'est pas parce qu'on les recrute avec le côté séduisant de la mission d'intérêt général qu'on va réussir à les fidéliser uniquement sur ces grands mots. Il faut réussir à convertir ce grand sens en petit sens du quotidien. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont avoir de l'impact dans leur mission ? Est-ce qu'ils vont avoir le sentiment que la représentation qu'ils se faisaient de la mission, elle est à la hauteur concrètement ? Et ça, c'est un combat du quotidien aussi. Tu parlais d'engagement, de co-construction, de sens. Et je sais qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur, dont tu nous parlais, c'est le dialogue social, qui est un peu quand même l'outil qui permet justement de faire naître ces belles initiatives en interne, de pouvoir recruter et garder les bonnes personnes. Qu'est-ce que c'est que le dialogue social pour toi ? Qu'est-ce que c'est qu'un bon dialogue social ?
Alors, moi, je suis toujours frappé, notamment en regardant LinkedIn ou même en échangeant avec parfois des pairs. Il y a beaucoup de gens qui ne croient plus du tout au dialogue social. Vraiment, qui disent les organisations syndicales nous empêchent d'avancer. C'est pour le coup des gens qui sont contre tout, toujours dans la revendication. Tu penses que là, les médias n'ont pas eu ils n'ont pas joué un rôle Sans doute, bien sûr, sur, comme en politique, pareil. voilà, sur, tu vois, toutes ces grèves aussi en France, la Bien CGT, sûr. etc. Et donc, c'est vrai que ça peut faire peur. Moi, je me souviens, tu vois, quand j'étais en start-up, j'avais quelques CEO qui avaient peur de mettre en place le CSE parce qu'en effet, il y a en tout cas voilà, un pouvoir, entre guillemets, qui peut être contradictif contradictoire, et donc ils veulent le mettre en place le plus longtemps possible. Donc c'est aussi à nous, RH, de rassurer sur l'impact positif qu'un CSE peut avoir, mais je pense qu'aussi c'est cette vision en France que l'on a des syndicats, puisque c'est vrai qu'à la télé c'est toujours la destruction, c'est toujours le combat, c'est toujours la confrontation et des idées, enfin et des choses un peu improbables de ces DRH. Je me souviens quand j'étais jeune qui s'était fait séquestrer dans son Bien entreprise. Et donc c'est vrai que c'est des choses qui marquent en tout cas, qui nous marquent en tout cas dans la culture française. Donc c'est peut-être aussi lié à ça qu'on a peur en effet de mettre en place ce CSE, alors que je pense que dans 90% des cas ce sont des CSE toujours positifs et qui ont envie de faire bien les choses pour faire avancer les entreprises. Ouais. Peut-être, si tu peux me permettre, avant de répondre, peut-être refaire un petit point sur... Parce que c'est vrai, quand on parle de dialogue social, c'est assez complexe, je pense, pour des auditeurs qui peuvent nous écouter. Il y a beaucoup d'interlocuteurs autour du dialogue social. Donc, Maud, tu évoques le CSE. Donc, les CSE, c'est dans les petites entreprises à partir de 11 salariés. On doit élire... dans le cadre d'élections où la majorité des salariés qui ont au moins 3 mois d'ancienneté peuvent élire un CSE pour 4 ans, qui fait partie du dialogue social, qui a un rôle notamment informatif et consultatif dans l'entreprise. Et après, le dialogue social, on l'entend aussi, vous en parliez, sur les syndicats. Alors là, c'est encore autre chose. Les délégués syndicaux qui donc vont être cette fois désignés par une organisation syndicale et qui vont avoir un rôle de négociation, d'accords d'entreprise pour justement faire en sorte d'aller au-delà de ce que prévoit le Code du travail ou la convention collective. Alors parfois, délégués syndicaux et membres du CSE, ce sont les mêmes personnes, parfois pas du tout. Voilà. Donc, et ça, ce sont les interlocuteurs du dialogue social qui sont différents selon le type d'entreprise et souvent selon la taille de l'entreprise aussi. Donc ce que j'entends, Jérôme, c'est que chez vous, évidemment un CSE, grand CSE j'imagine, mais également des délégués syndicaux. Tout à fait. Effectivement, nous, on a une tradition syndicale importante dans généralement tous les services publics, c'est le cas. Il y a plusieurs manières de voir le sujet. Soit on essaye de limiter le champ d'action des partenaires sociaux, quels qu'ils soient, donc délégués syndicaux, membres du CSE, au strict légal. On les met dans une logique de management de la conformité. On fait toutes les consultations obligatoires, on fait les négociations annuelles obligatoires et on s'arrête là et on n'y met aucun enjeu, aucun objectif. Et d'ailleurs, on va essayer de leur limiter l'accès à l'information au maximum pour que finalement on parle le moins possible des sujets structurants. Ça peut marcher en termes d'efficacité, ça peut fonctionner, ce type de stratégie. Ça peut être relativement performatif parce que on va pouvoir avancer seul à côté, mais il va falloir avoir des relais. Alors soit on s'appuie très très fort sur une communauté managériale bien structurée et veiller à avoir ces relais opérationnels de terrain que sont les managers, soit on va utiliser d'autres types de leaders et d'autres types de porte-parole. Mais pour le coup, ça va être un peu plus difficile dès que la structure est importante. Soit on fait le choix de dire on a les partenaires sociaux, on va passer beaucoup de temps ensemble, parce que les réunions obligatoires, on en a beaucoup, et le Code du travail prévoit en plus que ces réunions ne sont pas forcément limitées en durée. Donc dès qu'il y a des questions, on va y passer du temps. Donc clairement, à partir du moment où on va passer beaucoup de temps ensemble, autant que ce soit du temps bien investi. En tout cas, moi, c'est la conviction que j'ai. Et c'est finalement vraiment la politique que nous essayons de développer. Et je le dis vraiment
Je pense qu'au niveau de la sécurité sociale dans son ensemble, on a cette conviction de pouvoir avoir un dialogue social de qualité. Et donc, ça veut dire poser les sujets sur la table, dépasser le légal régulièrement, parler d'adulte à adulte, et puis essayer de faire en sorte que les négociations, ce ne soit pas simplement pour cocher la case, mais ce soit pour apporter des vraies choses, des vraies évolutions qui vont permettre à l'entreprise d'être plus attractive, de permettre aux salariés de rester plus longtemps, de limiter l'absentéisme, de réduire le turnover, de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Et là, par exemple, pour le télétravail, comment tu as pu alors porter ce sujet au CSE, mais aussi à ta direction ? C'est venu de qui, en fait, cette innovation sociale, j'imagine, du département RH, mais peut-être pas que. Tu peux nous raconter un petit peu aussi cette genèse parce que c'était à ton démarrage aussi. Donc ouais, ça remonte. Donc, tu as dû construire les relations sociales aussi avec ce projet. Comment tu as pu négocier ? Est-ce que ça se fait, c'est comme le privé, le public-privé ? Voilà. Est-ce que c'est quoi un peu les différences aussi, tu vois, que tu as pu avoir ? Sur le télétravail, ça c'était il y a 10 ans. Il y avait une vraie conviction du DG. Okay. Je pense que le sponsoring du DG est quand même toujours important. Ça peut pas être que le DRH tout seul. Quand bien même, il faut qu'il y ait une équipe qui y croit, parce que c'est derrière un concept et derrière une négociation, il y a beaucoup de travail et pour le coup, c'est toujours difficile. Il est vrai que pour les partenaires sociaux, c'était très nouveau. Et notamment pour des représentants du personnel, commencer à faire s'éloigner les salariés des locaux de travail et du coup de la possibilité de leur parler, d'avoir de la matière et potentiellement de l'influence, c'est quand même compliqué. Donc c'est venu tout doucement. Il y avait des organisations qui étaient strictement opposées au télétravail, puis qui sont venues au fil des années. Comment tu les as emmenés vers toi ? C'est des discussions ? C'est de prouver, vous aviez fait un pilote de 100 personnes qui a fonctionné, donc c'est montrer aussi que ça fonctionne. Exactement, porter de l'attention aussi aux conditions de travail, conditions des télétravailleurs, rassurer sur le fait qu'on n'essaye pas de s'exonérer de nos obligations du Code du travail pour des salariés à distance. On avait beaucoup travaillé à l'époque sur l'équipement des télétravailleurs. Beaucoup trop d'ailleurs, on en était à presque une formule Conforama avec livraison intégrée du fauteuil ergonomique. L'indemnisation du télétravail, on était au-delà, on allait livrer un bureau et un fauteuil en 2014. Alors maintenant ça paraît complètement ubuesque 10 ans après. Maintenant évidemment qu'on est sur de l'indemnisation d'un investissement de type fauteuil. On a aussi encore aujourd'hui un équipement qui est intégralement fourni, écran, clavier, souris supplémentaires. Et on ne fait pas travailler les gens sur leur canapé avec leur ordinateur portable parce que ça, il est prouvé quand même que ça va dégrader les conditions de travail. Donc on est attentif à ça. Je pense qu'on a rassuré progressivement les partenaires sociaux. Moi, ce que je constate, c'est que sur un nouveau dispositif, généralement, il y a une grande fébrilité au démarrage. Les partenaires sociaux sont, par définition, prudents. C'est comme quand on a parlé de la semaine en 4 jours. Une compression de la semaine sur 4 jours. Il a fallu amener le sujet doucement et mettre toute une série de garde-fous sur la table. Et c'est là que peut-être le public se différencie du privé qui veut souvent aller vite dans le déploiement des dispositifs. Nous, on est toujours, alors parfois les premiers, mais par contre, on va y aller doucement. Prenez le temps. Oui. On va y aller doucement. Je vais prendre un exemple plus récent, la semaine en 4 jours. On s'est associé les compétences de chercheurs en neurosciences pour dire on ne va pas simplement mettre à disposition une formule de semaine en 4 jours. On va véritablement faire un pilote avec un nombre très limité de salariés pour lesquels on va vraiment étudier les impacts de cette compression de semaine sur 4 jours et voir à 360 degrés les impacts en performance, les impacts cognitifs, les impacts en matière de fatigue, les impacts sur les différenciations entre les métiers, les impacts sur le management, les impacts sur le lien social, etc. Et comment vous avez décidé de cette semaine en 4 jours ? Ça vient des salariés ? D'où ça vient ? D'aussi pareil du DG qui est aussi très
très ouvert sur ces sujets-là. Franchement, il fallait là pour le coup, il fallait qu'il me suive parce que honnêtement, lui-même a été pas mal chahuté quand on a parlé parmi les premiers, en tout cas dans la sphère publique, de la semaine en 4 jours. Il disait, dans l'écosystème des directeurs généraux, qu'est-ce qui vous arrive en gros, ça y est, le service public est en train de réduire encore dans l'esprit un peu des idées reçues. La charge de travail, et donc c'est derrière ces administrés qui et on va faire travailler moins les gens. Bien sûr. La réponse est Sachant évidemment non. Sachant que là, c'est la semaine en 4 jours. En 4 jours. C'est la même durée du travail, c'est ça. Ça, c'est important parce que c'est un sujet qui se pose. La semaine de 4 jours, est-ce qu'on réduit la durée du travail ? Alors, pas à hauteur du 5e jour, pas de 7 heures, mais en général, on arrive sur du 32 heures, c'est ce qui peut se faire pour du 4 jours. Là, vous avez gardé la durée du travail qui est de 35 heures. Donc, on est à 39 heures sur 5 jours. Là, on a fait du 35 heures ou 37 heures au choix du salarié sur 4 jours. Toujours dans une logique de personnalisation pour répondre à des besoins très précis. On voit qu'on a des personnels cadres qui vont assez facilement s'orienter vers du 37 heures et puis des gens qui ont un travail plus répétitif, éventuellement plus fatigant, vont essayer de limiter l'amplitude sur la journée et être plutôt à 35 heures en jouant du coup sur les RTT. Mais ça reste un choix, c'est-à-dire que si je veux faire mes 5 jours, je peux faire mes 5 jours. Bien sûr, bien sûr. Okay. Aujourd'hui, on a 70 personnes à 4 jours. Donc, c'est encore très progressif. Les gens ont besoin de se rassurer. Mais on a les tout premiers qui, pour certains, ne voudraient pas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'ils sont organisés leur vie différemment, etc. Pour répondre à ta question, pourquoi on est venu là-dessus ? Moi, ce que je me suis dit, notamment en sortie de crise, où on avait célébré notamment ces fameux premières lignes, et nous on en a, qui ont un métier non télétravaillable, on en a encore, qui notamment numérisent nos flux de courrier entrants sur des grosses machines qui alimentent en travail finalement tous les autres salariés. Ceux-là, on les avait applaudis pendant toute la crise sanitaire parce qu'ils étaient obligés de se rendre sur site. Ce n'est pas forcément les mieux rémunérés de notre organisation, vous l'imaginez bien. Et ceux-là, quand on a déconfiné, ils se sont pris les grèves de transport, ils se sont pris les difficultés de carburant, ils ont tout pris. Et là, je me disais quand même, est en train de se creuser un fossé entre l'école bleue et l'école blanc. Et donc, c'est un peu comme ça que, pour le coup, j'ai présenté le sujet, notamment au directeur général, et il a dit « Banco, on y va ». Et on a présenté ce sujet-là sous cet angle aux partenaires sociaux, sans se fermer la possibilité d'ouvrir la semaine en 4 jours aussi à des télétravailleurs, en tout cas des gens qui avaient accès au télétravail, en le limitant quand même. C'est-à-dire que la dérogation à 3 jours que j'évoquais tout à l'heure, elle n'est pas compatible avec la semaine en 4 jours, justement, toujours dans cet esprit de recherche de ligne de crête, de chemin qui nous permet de préserver les équilibres, mais nous permet quand même de cumuler des dispositifs et du coup, de surprendre peut-être des candidats qui voient sur une annonce télétravail possible à 100 jours par an ou 3 jours par semaine, semaine en 4 jours possible, forfait jour possible, flexibilité horaire avec seulement 1h30 de plage fixe le matin, 1h l'après-midi. RTT possible aussi. RTT possible. Là, on est quand même... Je signe quand, là, Jérôme ? C'est ça l'objectif, Maud, c'est de te faire signer. Parce que pour le coup, on a des gens qui aujourd'hui mettent dans leur balance personnelle l'enjeu du salaire d'un côté, l'enjeu de l'équilibre de vie de l'autre, et se disent est-ce que je suis encore prêt, moi, à finir à 22h tous les soirs dans une boîte qui m'essore et qui va peut-être pas me permettre de faire ça jusqu'à 65 ans, notamment. Est-ce que, parce que justement, il y a un enjeu de salaire aussi, est-ce que tu as des retours d'expérience sur la façon dont les salariés utilisent le temps qu'ils ont pour eux ? Est-ce que c'est pour avoir ce qu'on appelle un side business, donc une activité accessoire professionnelle qui leur permet justement de peut-être un petit peu améliorer le revenu, ou au contraire, c'est de l'extra-professionnel, ludique, non rémunérateur ? Je constate notamment pour la semaine en 4 jours qu'on a pas mal de situations de cumul. Des gens qui cumulent des vies, pas forcément des cumuls d'emplois. On a une augmentation tendancielle du cumul d'emplois.
Et nous, c'est assez normé. Hein. Il y a un processus quand même d'autorisation. On ne peut pas faire n'importe quoi en cumul Tu d'emploi. parlais du RSI, c'est ça ? C'est ce régime particulier ou pas ? Alors, le RSI, c'est autre chose. Ça, c'est un régime qui a été fusionné avec le nôtre et on a intégré les salariés. Mais par contre, on a la possibilité, moi j'ai des tas de salariés qui, par exemple, cumulent avec une activité d'enseignement. C'est mon cas d'ailleurs, j'enseigne à Sciences Po, moi par exemple, le vendredi sur un semestre. Donc l'enseignement, c'est assez classique, mais on peut avoir des activités diverses et variées tant qu'elles ne touchent pas déontologiquement à la mission de service public et qu'elle ne vient pas finalement en concurrence ou évidemment, il n'y a pas question de faire du conseil sur la retraite dans une boîte privée ou une officine. Ça, c'est pas possible. Ouais. Mais pour le coup, on a des cumuls d'emplois, mais on a aussi des gens qui peuvent être parents et qui disent, moi, à l'entrée en CP de mon fils ou de ma fille, j'ai envie d'être à la maison le mercredi et profiter, parce que les enfants grandissent vite et on veut en profiter. Il peut y avoir des gens qui ont une activité associative et qui veulent retrouver finalement une espèce de cloisonnement plus fort de la vie, de leurs différentes vies, parce que finalement le télétravail il a beaucoup joué sur la dilution des frontières et l'étanchéité. On a des gens qui sont aidants familiaux et on en a de plus en plus. 30% de la population active va être aidant en 2030. C'est ça. C'est quand même un... Donc moi, c'est un sujet qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui nous a fait collectivement beaucoup réfléchir. On a signé le premier partenariat avec l'Association française des aidants. On organise une fois par trimestre des cafés des aidants. On a effectivement des formules dérogatoires de télétravail pour les aidants, mais on a aussi cette attention sur la semaine en 4 jours pour les aidants. On essaye de développer beaucoup de mécaniques comme ça qui nous permettent d'accompagner ce mouvement, peut-être un peu en prévention du tsunami qui nous arrive. Oui, et vous êtes évidemment bien placé pour savoir ce qui va se passer dans quelques années. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui, le cadre légal pour les salariés aidants est quand même relativement pas inexistant. Il y a des dispositifs qui existent, mais qui sont très mal rémunérés, en fait. C'est surtout ça la problématique. C'est comment se priver d'un salaire quand on doit aider un ascendant, notamment papa-maman, qui se retrouve dans une impossibilité de se gérer lui-même dans la vie quotidienne. Donc là encore, c'est un rôle de moteur tout à fait intéressant pour peut-être, qui sait, d'autres entreprises qui peuvent s'en emparer, voire même, imaginons-le, des branches professionnelles qui pourraient négocier des dispositifs intéressants sur les salariés aidants, ou même le Code du travail qui pourrait s'améliorer grandement là-dessus, quoi. Ah oui, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'anticipe jamais complètement les phénomènes. C'est comme le cancer au travail, par exemple. On sait que le cancer, malheureusement, là aussi, il y a des projections assez effrayantes. C'est la maladie d'aujourd'hui. Ouais. Et pour le coup, parfois, il faut attendre qu'un grand patron ait eu lui-même un cancer pour qu'il se dise mince, comment je peux gérer ça à l'intérieur de l'entreprise sans faire en sorte que les carrières se brisent véritablement parce qu'on a été malade, parce qu'on a été absent pendant 6 mois et puis diminué peut-être pendant 1 an et que le retour se fait difficilement. Je pense que là aussi, il y a des réflexions à avoir et ne pas faire en sorte qu'on évacue finalement les fragilités. Parce que les fragilités, il y en a beaucoup. Il y a des fragilités très positives. Une femme enceinte, c'est une fragilité positive. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter justement l'arrêt maladie en amont de la grossesse quand on est dans une situation de fragilité ponctuelle, positive. Et le retour aussi. Il y a le sujet du retour, évidemment. Il y a des tas, donc il y a les danses. Nous, on a beaucoup de salariés en situation de handicap. On porte aussi très fort. On considère qu'on a une exemplarité à avoir sur le handicap, pas seulement pour ne pas payer la contribution en deçà de 6%. On est à 8,5%, je crois. On est à 8,35 sur la France. Évidemment que ça génère un peu de complexité de gestion. On ne peut pas avoir simplement ce taux-là en disant on l'arbore, on en est fier et derrière on ne fait rien. Et encore, moi aujourd'hui, j'ai un sujet de préoccupation en termes d'équité et peut-être qu'on viendra tout à l'heure à la question de la diversité et d'inclusion qui me semble être un thème d'avenir. Mais les premiers sujets qu'on a abordés en matière de diversité et inclusion, c'était déjà le sujet du handicap. Et se dire,
Aujourd'hui, on observe que les trajectoires professionnelles ne sont pas exactement les mêmes quand on est en situation de handicap et quand on est complètement valide, entre guillemets. Donc, on est aujourd'hui en train d'imaginer qu'on va faire des people reviews sur les personnes en situation de handicap, voir comment on peut accélérer finalement ou personnaliser les dispositifs de valorisation des trajectoires professionnelles, d'accès à minima à l'information, peut-être à de l'assistance pour aussi être préparé un peu mieux sur les entretiens, être valorisé aussi, parce qu'il y a ce sujet aussi mental qui peut peser finalement sur les trajectoires. Et donc ça, c'est des sujets qu'il faut adresser, et je pense qu'il ne faut pas qu'on attende là encore que la maladie concerne une personne sur 5 demain et qu'on commence à se dire encore une fois on va attendre que le code du travail évolue pour commencer à travailler le sujet. Alors juste pour cadrer, il nous reste encore 5 minutes sur la fin du podcast. On pourrait t'écouter parler, Jérôme, encore pendant des minutes, mais voilà, c'est juste peut-être penser un peu à clôturer. Je pense qu'on prend une dernière question et puis d'annoncer un petit peu le mot de la fin. Non, moi, justement, Jérôme, il y a tous ces sujets dont tu parles. Et vous, c'est vrai que vous avez cette capacité à pouvoir tous les traiter ou l'un après l'autre. Et ça fait 10 ans que tu y es, donc ça doit faciliter les choses. Mais je me mets à la place de RH qui nous écoutent. Tous ces sujets, ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Et encore, il y en a plein dont on n'a pas parlé. L'égalité femmes-hommes. Là, on n'a pas vraiment abordé sur la diversité-inclusion, qui est un vrai sujet. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi ? Comment est-ce qu'on peut choisir son sujet si on doit commencer par un seul, puis deux ? Parce que c'est très compliqué. Le monde va mal, il y a tellement de sujets. L'entreprise doit évoluer. Il y a énormément de personnes qui s'intéressent à tous ces sujets RSE, mais qui ne savent pas par quel bout prendre. Tu aurais 2-3 conseils à partager pour savoir comment on commence, comment on choisit ? J'ai pas de solution miracle pour le RH tout seul dans sa boîte, qui doit tout faire, qui est au four et au moulin, qui doit faire la paye, les recrutements et passer sa DSN le soir. Honnêtement, j'ai pas de formule miracle. Pour les RH qui ont des équipes, honnêtement, c'est fabuleux d'ouvrir le champ des possibles à une équipe en disant le sujet de l'IA, j'ai envie que tu ailles dessus et que tu commences à réfléchir à des cas d'usage. J'ai envie qu'on se mette sur les sujets de diversité et inclusion, qu'on fasse parler nos collaborateurs, qu'on commence à travailler le sujet de la sécurité psychologique dans l'entreprise, qu'on puisse assumer sa singularité. Ça va toucher le recrutement, ça va toucher la formation, ça va toucher aussi des fondamentaux dans une activité RH. Mais il y a un prisme, il y a une coloration, il y a une ligne directrice, il y a une colonne vertébrale qu'on essaye de fixer. Moi, j'ai un investissement, un engagement énorme des collaborateurs dès lors que je leur dis il faut qu'on s'empare de ça. Ils ne le voient pas forcément comme un truc en plus. Bon, je suis content, ils ne sont pas là. Il n'y a pas de contradictoire. Ils peuvent pas contredire. mais honnêtement, c'est quand même autre chose de voir la fonction RH comme une fonction qui va assurer que l'entreprise demain sera un peu un sanctuaire face justement à l'adversité du monde extérieur, plutôt que de se dire c'est la fonction support qui gère qui subit en fait les merdes du quotidien. Parce que évidemment qu'on en gère. On gère de l'individuel compliqué, on gère des conflits entre le manager et ses équipes, on gère des conflits interpersonnels. On va pas passer, évidemment, on va pas passer ça sous silence. Mais pour le coup, se garder aussi des espaces de respiration où on va s'investir et essayer aussi de guider une politique de formation ou d'accompagnement qui va avoir tiré des inspirations sociétales, travailler sur le verdissement des compétences, travailler sur demain l'impact de l'IA sur les métiers. C'est quand même pas des sujets anecdotiques pour le monde de l'entreprise. C'est aussi sa performance et sa compétitivité demain. Et un service public, pareil, on est aussi menacé, peut-être pas à la même vitesse. Nous, on voit toujours le temps long. Le service public n'est pas menacé à 2 ans, mais potentiellement, il est menacé à 20 ans. Et pour le coup, on doit s'adapter. Et rester toujours à la page, entre guillemets, aussi des générations. Comme tu l'as très bien dit au début, c'est que vous avez eu aussi un mouvement intergénérationnel qui a eu, et donc c'est rester à la page pour attirer ces talents qui vont et faire ça, c'est le monde de demain. Oui. C'est-à-dire que c'est notre mission fondamentale. Donc un RH, je lui dis, si vous voulez être au rendez-vous
de vos objectifs très opérationnels que vous fixe un DG qui est même campé sur les indicateurs économiques, il va bien falloir quand même être à l'écoute de ce qui se passe dans la société. Sinon, si vous pensez que maintenant recruter, c'est simplement poster une annonce, il ne va rien se passer. Eh ben, en tout cas, ça va être un lien, en tout cas, pour la dernière question. On avait envie avec Marine, c'était aussi on a eu un épisode avec la DRH de Malte, Céline Darmon, sur en effet aussi un nouveau mode de travail qui est, on en a parlé rapidement, l'indépendance, le freelancing, sachant qu'on va avoir à peu près 30% de la population française qui va se lancer à leur compte d'ici 2 ans, dont 50% des moins de 34 ans. Donc ça va être un sujet aussi encore et encore sur la table DRH. Qu'est-ce que tu en penses de ce sujet-là? On a parlé rapidement du RSI, de ce format-là, mais voilà, rapidement, est-ce que tu peux nous parler un peu de aussi cette transformation du monde, de comment on va travailler demain? Là, on a le reflet à travers le freelancing et la tentation de jeunes diplômés de se lancer seuls sur leur activité. C'est l'immense besoin de liberté qui se manifeste, avant toute chose. Je ne suis pas sûr que ce soit un goût démultiplié pour l'entrepreneuriat. Je pense que l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Tout à fait. Et que tout le monde n'a pas les capacités et la résilience de tenir le chemin qui est quand même très isolant. Hein. On est seul et parfois, c'est quand même très dur. Mais il y a cette liberté qui compense. Et beaucoup de gens sont tellement attirés par la liberté qu'ils se disent on va se lancer sur une expérience solo. Moi, je pense que les entreprises doivent réfléchir, non pas seulement à dire demain, on va avoir une entreprise plateforme qui va mobiliser des freelances dans tous les sens et finalement des gens qui vont travailler ponctuellement pour nous. Mais se dire déjà, avant toute chose, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie dans nos biais, qu'est-ce qui ne convient plus dans le monde de l'entreprise ? Moi, c'est la première question que je me pose avant de me dire on va penser à l'entreprise plateforme. Pourquoi ? Parce que nous, service public, l'entreprise plateforme, ça ne marchera pas tout de suite. Pourquoi ? Parce que... il y a des données confidentielles aussi. Alors, évidemment, il y a l'accès à la donnée, il y a la déontologie, il y a tout ce qu'on essaye de créer aussi en culture, finalement. Aujourd'hui, si vous parlez, par exemple, au ministère de l'Armée en leur disant « vous avez demain que des mercenaires », ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire des freelances de militaires, ça va pas fonctionner. Nous, c'est un peu ça. Et par ailleurs, on a des lignes budgétaires quand même très étanches. Et pour le coup, le salariat, c'est une ligne et c'est de la masse salariale et c'est une trajectoire d'effectifs, etc. Le freelance, c'est de la prestation. Et de la prestation, nous, on est plutôt en réduction sur le recours à la prestation qu'à l'expansion. Donc, en tout cas, le freelance n'a pas de beaux jours devant lui dans des missions démultipliées dans les services publics, en tout cas à législation constante. Mais en tout cas, pour moi, la grande réflexion, c'est qu'est-ce que ça signifie ? Comment on peut décadrer un peu, débrider un peu l'entreprise pour que les gens, les jeunes notamment, se sentent libres. Après, il y a des tas de gens qui sont faits pour le freelancing, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui n'ont pas envie de ça et qui aspirent seulement à de la liberté doivent pouvoir trouver une forme de liberté et d'épanouissement et d'impact personnel dans une mission à l'intérieur de l'entreprise. Bon, c'est un beau mot de la fin. Merci Jérôme. En tout cas, moi, ça me donne envie de repasser à mon compte, de repasser salarié pour aller travailler à la CNAV. En tout cas, bravo et bravo encore à toutes les équipes parce que tu n'es pas seul derrière. Il y a des hommes et des femmes qui, en tout cas, portent aussi le département RH. Marine, tu veux rajouter un dernier mot ou on est bon ? Non, je trouve qu'effectivement, ça donne un visage très moderne d'entreprises qu'on ne connaissait pas et qui ont des vrais rôles novateurs et que des entreprises privées, quelle que soit leur taille, devraient aussi s'en inspirer. Donc merci pour tous ces retours d'expérience. Merci et je sais qu'il y avait bien plus à dire. Ce sera pour un autre épisode, j'en suis sûre. Plein d'autres. À votre disposition, Super. avec plaisir. Merci Jérôme. Merci à vous.